Mon nom est Ghislain Plourde et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. L'édition d'aujourd'hui est consacrée à la séance du Conseil municipal de janvier. On donne un coup d'envoi à l'émission avec la période de questions citoyennes. D'abord, Raymond Boucher posera quelques questions portant sur l'aéroport, notamment la question des revenus issus des posés décollés. Un usager du transport en commun suivra. Son nom, c'est Luis Hernandez, qui nous parlera d'un arrêt d'autobus non sécuritaire dans le secteur Saint-Athanas. Et puis, François Blais abordera la question des inscriptions des alertes municipales et demandera au maire de dévoiler les salaires des membres de son personnel au cabinet de la mairie. Au segment Parole aux élus, le conseiller du district 12, Lucas Boisvert, nous parlera de pannes fréquentes, de pannes électriques qui affectent son quartier. La conseillère du centre-ville, Mélanie Dufresne, nous parlera de ratés de déneigement et soulignera la très grande implication de la regrettée Marie Guillet-Tremblay dans les communautés de Saint-Athanas et d'Iberville. Et puis finalement, le maire Éric Latour, lui, nous parlera entre autres d'itinérance et d'agriculture. Place donc à ces faits saillants de la séance du 27 janvier dernier. On y va avec le tout premier, M. Raymond Boucher, qui veut nous parler de l'aéroport. M. Boucher, vous avez 5 minutes. Ça inclut le préambule, la question et l'échange sur ma réponse. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les conseillers, bonne année 2026. Merci. Bonne santé à tout le monde. Merci. Et pour le mieux, je vais être bref. Écoutez, et puis vraiment une bonne année 2026 à tout le monde. Alors, à l'Assemblée de décembre, j'ai reçu les réponses aux questions que j'avais posées, je crois, au mois de juillet, et finalement, qui étaient restées là, donc sur les plaintes adressées à la Ville par la population ou les citoyens, les plaintes relatives au bruit à l'aéroport. Donc, les chiffres qu'on m'a donnés, c'est 2022, il y avait 561 plaintes, 2023, 820. 1280 en 2024. Donc, on voit une croissance quand même qui est assez directe avec le nombre de mouvements. Alors, est-ce que vous avez les chiffres? Ma première question, très courte, ça va être quand vous allez avoir les chiffres de 2025? Et même dans la même foulée, nous, ces chiffres-là, j'aimerais juste, il nous semble, nous, de notre point de vue, assez plus bas qu'à ce que nous attendions, parce que nos membres en auraient fait quand même un certain nombre. Donc, est-ce qu'il y a eu des plaintes ou des gens qui faisaient des plaintes de façon répétitive qui ont été soustraites des montants? Donc, j'aimerais des nombres qui sont là. J'aimerais juste avoir cette information-là. Donc, ça, c'est le premier bloc, la question des plaintes. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il y a eu une étude, il y avait une étude, le conseil avait nommé Stantec pour faire une étude du monitoring du bruit, et ce qui a été fait. Donc, cette étude-là, a-t-elle été faite, oui ou non? À quelle période elle a été faite? Et où étaient posés les sonomètres? Donc, vous n'aurez peut-être pas cette information-là. Tout de suite, les derniers éléments qui étaient en rapport avec les questions, les réponses que vous m'avez données. C'était les posés décollés sur les revenus de 315 000 que vous m'avez donnés comme revenus qui seraient tirés de l'activité de posés décollés. La réponse m'indiquait des montants de 26 000 mouvements qui étaient facturables sur 66 000. Donc, 26 000 13 000 posés décollés, 13 000 atterrissages. Alors, il y a 40, donc ça correspond à 40 des mouvements. Ceux qui ne sont pas facturables, ils ne sont pas facturables pour quelle raison? Okay. Il y a des exemptions qui ont été faites, par exemple, aux cadets, probablement, puis on n'est pas nécessairement en désaccord avec ça, là, OK? Mais s'il y a des exemptions pour les cadets, bien, on aimerait peut-être aussi que les cadets, les 2 premières années des ententes avec les cadets, il n'y avait pas d'entraînement ou de vol les journées fériées, les samedis et dimanches, et le vendredi à partir d'une certaine heure, le vendredi. Ce serait apprécié parce que là, à l'été, ils n'ont pas respecté ça. Écoutez, moi, je n'ai pas les réponses extrêmement précises à ces 3 questions-là, à moins qu'un membre du Conseil ou la direction générale l'ait.
Non plus? Bien, Oui. Peut-être une des trois, ou je sais pas. permettez, ce que je peux vous confirmer, c'est que les réponses qui vous ont été données, donc le nombre de plaintes, c'est le nombre de plaintes réelles. Donc, il n'y a pas eu de filtrage là-dedans. OK. Total. Exact. OK. Mais bref, mais oui, on va vous revenir pour des réponses extrêmement précises, parce que vous avez trois questions extrêmement précises. Puis, tu sais, sachez, d'ailleurs, tu sais, nous, on a un peu commencé, tu sais, on en a parlé en campagne électorale, donc vous connaissez nos ambitions par rapport à l'aéroport et le souhait de n'avoir qu'une seule école privée. On est toujours dans cette direction-là. Le comité de travail sur l'aéroport va se mettre en branle dans les prochains jours, prochaines semaines. Je pense que vous avez demandé à me rencontrer. Il y a les pilotes qui veulent nous rencontrer. Donc, c'est un sujet, évidemment, qui va redémarrer, mais on vous revient avec la précision sur ces trois questions-là. Très bien. Mesdames, Merci messieurs, beaucoup. Merci. Prochain intervenant, oui, Monsieur le DG. Peut-être, M. Boucher, une réponse complémentaire en ce qui a trait à la facturation. Il y a plusieurs mouvements, effectivement, qui sont effectués par les écoles de pilotage. Il faut savoir que les mouvements pour les écoles de pilotage sont encadrés dans les protocoles d'entente avec eux, donc non facturables. Donc, peut-être que ce que vous pouvez lire, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements avec les écoles de pilotage. C'est vrai, mais ça, on ne peut pas les facturer. Deuxième intervenant, M. Luis Hernandez, concernant un arrêt d'autobus non sécuritaire. M. Hernandez, donc, je vous invite au micro pour venir poser votre question. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur, là. C'est à propos d'un arrêt d'autobus que je retrouve à Iberville, dans mon secteur, qui est sur la rue Conrad-Gosselin, l'arrêt d'autobus Conrad-Gosselin, devant le Rona à Iberville, qui est à l'entrée et à la sortie de l'autoroute 35. Je voudrais parler de l'arrêt d'autobus. Personnellement, moi, je le trouve non sécuritaire à l'année, puis je voulais vous le mettre, vous le présenter pourquoi je le trouvais pas sécuritaire. Présentement, on le sait, c'est l'hiver. Il y a beaucoup de neige qui est tombée dans les rues de Saint-Jean récemment. Puis, présentement, il y a une grande quantité de neige qui s'est mise sur le bord du côté de la route. Et là, puis présentement, l'arrêt d'autobus, c'est comme un arrêt qui n'est pas sur un trottoir. Il est directement comme dans le gazon. Puis à côté, c'est la route, puis c'est une zone de 70 km. Il est sur le côté du Rona? Non, Il est l'autre côté. sur le bord. Ouais. C'est l'arrêt le plus dangereux de Saint-Jean, de loin. Ouais, là. c'est C'est épouvantable. Et l'autre Ah, côté, ouais. sur le bord, c'est dans la sortie d'autoroute. Mais il est sur l'emprise du MTQ, du MTMD? Ben oui, en quelque sorte, là, il est à la limite MTMD ville. Là. C'est sur Conrad-Gosselin, côté de la voirie provinciale. Okay. Pouvez-vous les nous gens expliquer en quoi, justement, il est dangereux, cet arrêt-là? Il est dangereux parce que présentement, avec la neige, les personnes doivent attendre un petit peu dans la rue où que les personnes peuvent rouler à 70 km, puis ils sont vraiment serrés dans une zone d'accès, là. Comme tu sens les véhicules qui passent à côté. Puis, C'est pas déneigé non plus. non, c'est mal déneigé. Puis, c'est vraiment pas sécuritaire. Des fois, je passe le soir, puis j'observe une mère de famille avec 2 jeunes enfants. J'ai toujours un petit doute de est-ce qu'il va arriver quelque chose. Je trouve pas ça sécuritaire pour eux. Puis j'ai remarqué, peut-être à peu près à 500 mètres un peu plus loin, la ville, dans les dernières années, ont fait comme un aménagement. Ils ont installé un trottoir proche du salon funéraire. Puis je sais pas s'il y aurait la possibilité de déplacer l'arrêt d'autobus là pour que ça soit un peu plus sécuritaire pour les usagers. Eh bien, d'abord, merci de nous sensibiliser. M. Meunier, avez-vous un complément de réponse? Il y avait déjà eu plein de requêtes à ce sujet-là. Il y avait eu des réponses comme quoi c'était impossible de le mettre ailleurs que là, que quand on allait revoir l'urbanisation de l'autre côté, qu'il allait y avoir possiblement des aménagements. Mais là, pour le moment, on est dans l'intersection du MTMD. Donc, oui. Mais on va rouvrir ce dossier-là, clairement. C'est dangereux. Puis avec la neige en ce moment, je l'ai remarqué aussi. C'est juste ça pour moi. Merci d'avoir On va aussi, si effectivement il y a un lien avec le ministère des Transports, on va ajouter à la conversation la députée, Mme Bogmans. Ouais. On est aussi, nous, en relation avec la direction du ministère des Transports sur une base quand même assez régulière dans différents dossiers. Donc, on va l'ajouter à la liste et tenter de vous revenir éventuellement avec une réponse. Mais je comprends donc que c'est une place qui est dangereuse. OK,
Je vois que dans l'objet de l'intervention, vous avez 3 trucs, félicitations, suggestions et accès à l'information. Oui. Donc, le chrono commence maintenant, on vous écoute. OK. Concernant la réponse que vous m'avez faite, le suivi par rapport, honnêtement, vous devriez peut-être regarder si c'est toujours pertinent de faire affaire avec une entreprise spécialisée pour l'envoi automatique des messages pour les mesures d'urgence, les avis d'ébullition, coupure d'eau ou catastrophe naturelle. Pour moi, il n'y a pas de différence entre une catastrophe naturelle puis un débordement. Et votre suggestion est? Que vous annuliez le service que vous faites affaire avec une firme externe pour l'envoi massif concernant les avis d'ébullition. Et vous voudriez qu'on le fasse comment? Comme vous faites avec le déneigement, on s'inscrit parce que vous le faites anyway en double. Vous le mettez sur Facebook, puis vous dites quand il y a des opérations où il y a des coupures d'eau. Donc, vous n'auriez pas besoin de payer une firme spécialisée pour faire ça. Les citoyens qui veulent avoir, s'il y a une catastrophe naturelle ou un débordement d'eau, je pense que c'est la même affaire. Donc, vous pourriez aisément abolir le service de l'entreprise spécialisée, rapatrier ça au niveau de la ville, puis, vu que vous faites déjà une publication sur vos médias sociaux, vous pourriez faire la même chose en envoyant un texto puis faire référence avec un point sur le site de la ville si on va avoir plus de détails. Donc, je comprends que ça, c'était la suggestion. Oui. Vous avez 2 autres points? Non, juste un dernier concernant l'accès à l'information. J'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir la teneur des contrats pour le personnel politique. Au bout de 30 jours, on m'a dit, ben là, on n'a pas eu le temps, on va extensionner ça encore un autre 15 jours. Au bout du 15 jours, on m'envoie un document qui est générique, qui est un document standard de la ville. D'un, je ne comprends pas pourquoi ça a pris 45 jours pour m'envoyer ça. Ça n'aurait pas dû être bien, bien loin dans le site de la ville. Puis deuxièmement, quand je demande d'avoir le détail, d'avoir les critères et les montants qui ont été accordés aux différents individus, j'attends encore. Puis là, on me dit finalement, bien, concernant la loi d'accès à l'information, on n'a pas le droit de vous donner l'information par rapport au montant puis des raisons. Okay. Et votre question là-dessus? Ma question, c'est comment ça se fait que d'un côté, vous me dites ça, puis de l'autre côté, j'ai le salaire du monsieur qui s'occupe de l'équipe de Mme Charbonneau, je pense qu'il est dans le fond là-bas. On a eu son salaire dans le Canada français. Ma question, c'est pourquoi qu'on a le salaire de ce monsieur-là dans le Canada français? C'est certainement pas lui qui a appelé le journaliste pour dire « By the way, je gagne tant de milliers de dollars », puis que moi, de l'autre côté, quand je fais une demande en bonne et due forme à l'accès à l'information, je ne suis pas capable d'avoir les critères qui ont fait en sorte qu'on a accordé un montant X à certains individus, puis le montant du salaire de la personne. Okay. Et les raisons qu'on vous a invoquées? Bien, je ne peux pas vous donner cette information-là. C'est la loi de l'accès à l'information nous interdit de vous donner l'information. Ma question, c'est comment ça se fait que dans le journal, j'ai le salaire de ça, je comprends, mais ça, c'est une déclaration volontaire, probablement. Je ne sais pas si Mme Lagarfière a l'information là-dessus. Est-ce que je peux donner, mettre en contexte un peu pour notre côté? En fait, c'est que il y avait un article qui était paru dans le Canada français expliquant un peu ce qui était du montant alloué au cabinet désigné, du conseiller désigné. Puis, il y avait un montant qui était de 130 000 $. J'ai corrigé ce montant-là pour donner le montant exact du salaire de M. Hurtaud. Okay. Donc, j'ai apporté la correctif directement aux journalistes. Puis, la correctif a été faite la semaine suivante. Écoutez, je peux vérifier de notre côté là, la raison pour laquelle ce n'est pas le cas, mais je ne sais pas si Mme Lagarfière, vous avez une réponse là-dessus? Bien, sans entrer dans les détails du dossier, jusqu'à maintenant, pour nous, le dossier a été répondu. Donc, Parce que, pour vrai, là, 45 jours pour recevoir un document générique, tant qu'à ça, d'un, c'est soit que vous n'avez pas assez de personnel pour traiter les demandes, ou soit parce que quand la demande elle vient de certains individus, vous systématiquement vous étirez la sauce au maximum. Pourquoi vous ne vous donnez pas la mission de
de vous donner l'ambition d'être une ville ouverte, puis de mettre le plus d'informations disponibles sur le site Internet, puis qu'on fasse ces recherches. Monsieur Blais, merci beaucoup pour votre intervention. Bien, je vais commencer en souhaitant bonne année à tous mes citoyens. Évidemment, la santé, c'est la base de tout, mais j'aimerais rajouter peut-être un tout petit quelque chose là, de sucré-salé au-delà de la santé. Des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité autour de nous. Ça ne va pas nécessairement toujours bien. Donc, je souhaite aussi des petits moments de gratitude qui viennent nous remplir au quotidien. Dans le district 12, surtout au nord de l'île Sainte-Thérèse, je vous en avais parlé et je vous avais dit qu'on avait fait des efforts de communication auprès d'Hydro-Québec. On a eu notre lot de panne de courant et c'est une des premières demandes que j'avais faites lorsque je suis rentré en poste. Donc, même s'il manque encore des parties d'analyse que je ne peux pas aller dans les détails, on a quand même obtenu un retour de leur part et un retour positif. Donc, je suis très heureux de pouvoir venir vous le dire que c'est positif. Et donc, il y a des analyses qui ont été faites pour apporter des correctifs sur différentes parties de la ligne. Et il y a une analyse qui est aussi en cours actuellement pour voir s'il pourrait se raccorder au poste de Richelieu. Néanmoins, les correctifs qui ont été mentionnés devraient déjà venir alléger le système sur l'île et donc diminuer le nombre de pannes de courant. Donc, c'est très positif pour nous tous. Au niveau du déneigement, on a eu notre lot de requêtes, notre lot de plaintes. Je veux réitérer encore une fois qu'on vous écoute, les citoyens, lorsque vous nous écrivez. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous écrire s'il y a quoi que ce soit. Je vous garantis que derrière les portes closes, c'est un sujet qui se discute amplement. Un avant-dernier point, je vais vous parler de Parents Secours de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Présentement, il y a 80 familles refuges et pour assurer un réseau fiable, ils aimeraient ça aller rejoindre à peu près 200 familles refuges. Donc, il en manque à peu près 120. C'est quand même assez simple. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, je vais vous lire textuellement, c'est beaucoup plus simple que d'inventer ce qu'ils font. Parents Secours est une association de citoyens bénévoles qui secourt les jeunes en difficulté dans les rues de leur ville avec l'aide de leurs services de police et de leur municipalité. Un foyer refuge, Parents Secours ouvre sa porte, fournit de l'aide temporaire à l'enfant, téléphone aux parents ou aux policiers et aide à la sécurité de son quartier, mais son rôle n'est pas de donner à manger, ni à boire, d'administrer les premiers soins, ni de véhiculer l'enfant. Donc, on se rappelle tous un peu là, le collant qu'on mettait dans nos fenêtres et qu'on voyait quand on était jeune. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, allez sur le site web pour plus d'informations. Et évidemment, là, si jamais vous êtes choisi, il y a une analyse rigoureuse qui est faite derrière. Je vais terminer en nous souhaitant probablement une belle deuxième partie du carnaval hiberneige le week-end prochain, parce qu'on sait que pour les amateurs de curling, autant que ça nous a brisé le cœur, que la classe soit brisée, on aimerait ça avoir un bon tournoi samedi et dimanche prochain. Vous alliez dire quelque chose, vous? Non, pas du tout. Avez-vous terminé? Non? Oui, j'ai terminé. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Non, je m'en allais d'ailleurs, je l'ai fait privément, mais je le dis publiquement. Vous féliciter parce que votre intervention sur Hydro-Québec, alors qu'on ne contrôle pas Hydro-Québec comme ville, ce n'est pas notre juridiction, mais voilà un bel exemple. Vous avez posé une question, ça a provoqué une question, puis ensuite une réponse pour le bénéfice de vos citoyens. Donc, merci encore une fois. Madame Dufresne? Oui, alors, bonne année à tous dans la neige. On va parler de déneigement vite. Ça va bien. Plus qu'on a de neige, mieux qu'on s'améliore. Un point, la 7e avenue entre Riendo et Balthazar à chaque année. Ça fait 5 ans qu'on l'oublie. Donc, c'est important d'y penser. Je ne sais pas si on peut mettre une lumière rouge sur le papier, mais pas d'oublier ce secteur-là. Avertissement aux déneigeurs privés aussi. Au centre-ville, on est dans un milieu qui est plutôt densifié, donc c'est important d'aviser les déneigeurs privés de ne pas mettre leur neige sur la place publique parce que c'est un règlement municipal, puis il peut y avoir des contraventions qui s'en suivent. Donc là, actuellement, on est en train d'aviser certaines personnes. Puis s'il vous plaît, j'ai pas envie qu'on envoie des contraventions à nos gens, donc faites attention, déneigeurs privés. Finalement, j'aimerais vous parler d'une dame, Madame Marie-Guillette Tremblay. C'est une dame très impliquée dans Iberville qui est décédée le 16 mars dernier à l'âge de 93 ans. Je veux vous parler de ça parce qu'on a un parc sur la rue Bella qui est en construction, puis on va devoir trouver un nom pour ce parc-là.
Donc, je veux amener mon appui à ce qu'on puisse nommer Marie-Guillette Tremblay. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a fait beaucoup d'avancées pour la condition féminine dans Iberville. C'est une enseignante de formation qui s'est mariée en 1953. Et puis, son mari était très impliqué, un agronome. Très impliqué dans la région, qui a dit à sa femme, je te suggère de peut-être être impliquée toi aussi. Donc, c'est ce qu'elle a fait sans hésitation. Elle n'a jamais lâché parce qu'elle s'est impliquée pendant 70 ans dans sa région. Dans l'ancien temps, elle était militante au sein de la Société de Saint-Jean-Baptiste d'Iberville. Elle était présidente aussi du secteur féminine de Baudry en remplacement de Mme Maria Boivin. Elle a fait plus encore en s'impliquant au Cercle des fermières d'Iberville. Elle est devenue présidente et ensuite présidente provinciale pendant plusieurs années. C'est elle qui a mis sur pied aussi le Symposium des arts qu'on connaît aujourd'hui. C'était le Symposium d'Iberville. Elle était marguillière et présidente à la paroisse de Saint-Athanas. C'est une dame qui était socialement impliquée, qui a mis des projets sur place, sur pied, surtout pour aider les jeunes femmes enceintes, entre autres, pour leur donner de la bonne nourriture, lui montrer comment cuisiner. Ça, c'était plutôt dans les années 70-80. C'est une dame aussi qui avait ses propres enjeux, qui a vécu des deuils en 1978 quand elle a perdu son mari et en 1996 quand elle a perdu sa fille. Mais elle a toujours continué, est devenue conseillère municipale en 1995. Bref, je vous épargne. Il y a un article qui est très intéressant dans le cahier publicitaire du Canada français du 3 avril 2014. C11, je suis capable de bien vous en parler parce que c'est moi qui ai écrit cet article-là. J'ai eu la chance de travailler avec cette femme-là. Puis je vous le dis, pour moi, elle a toute mon admiration. Ça a été une mentor pour moi. Sa famille va d'ailleurs déposer cette demande-là au conseil, au comité de toponymie. Donc, je vous suggère fortement de considérer sa nomination. Donc, quelques points de mon côté. D'abord, plusieurs d'entre vous, ou certains d'entre vous, ont fait allusion au déneigement. J'ai l'impression que le déneigement est malheureusement très, très, très inégal d'un quartier à l'autre. Exemple, Mme Poisson et moi habitons un quartier depuis 30 ans où ça va bien, un quartier qui est déneigé notamment par nos propres cols bleus. Mais il y a d'autres quartiers où malheureusement c'est plus difficile, parfois oui, avec certains sous-traitants. Je pense que les rues ou les quartiers visés ont déjà été nommés. Ce que j'aimerais dire aux citoyens, parce que parfois il y en a qui m'écrivent sur mon Messenger personnel, mais sur l'abondance de messages, des fois je ne peux pas répondre aussi rapidement. Donc j'invite les citoyens qui constatent des enjeux de déneigement, comme hier soir un ami m'a appelé, parce que ça n'avait pas de sens, de dire l'heure, constater l'adresse, bref, il faut documenter. Relayez cette information-là à vos 12 conseillers et conseillères qui, à leur tour, vont pouvoir faire monter ça dans la machine. Puis nous, à l'autre bout, quand on constate qu'il y a un secteur qui est plus difficile qu'un autre, on est capable d'en faire le suivi. Donc, vous pouvez toujours aussi aller sur espacecitoyen.sjsr.ca. Bon, parlant d'itinérance, on a fait état, évidemment, des grands froids. Donc, il y a eu quand même des interventions qui ont été faites par nos organismes porteurs dans la région. À noter que depuis le 19 janvier, il y a une nouvelle ressource à temps plein à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont le titre est conseillère cohabitation sociale et vie communautaire, qui vient s'ajouter à l'équipe de fonctionnaires dont certains travaillent quasi à temps plein sur le projet de l'itinérance. Donc ça, c'est une excellente nouvelle au niveau de la coordination de cet enjeu. Et c'est un poste d'ailleurs qui est financé par le Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires. Donc c'est un poste, bien sûr, qui est complémentaire. Et vous savez que notre prochaine action vise à relocaliser le centre de jour et on approche et on a des solutions tangibles. Du côté de l'agriculture, on a eu une rencontre avec les officiers de l'UPA du Richelieu dans les derniers jours. J'étais accompagné de Jérémy Meunier, qui lui-même est agriculteur, mais surtout sur le comité des finances. On a eu des discussions quand même qui étaient franches et transparentes. D'ailleurs, vous savez, je suis également préfet de la MRC du Richelieu. C'est un sujet que j'ai amené aussi à la MRC, puis après discussion avec les gens de l'UPA. Il faut savoir que souvent que les agriculteurs, ils ont des bouts de terrain à Saint-Jean, mais il y en a aussi dans d'autres municipalités. Les réglementations ne sont pas toujours pareilles. Il y a une volonté de la part de l'UPA qu'on puisse créer un comité agricole, mais davantage à l'intérieur de la MRC que de la ville. Mais reste à voir, je dois en parler évidemment avec mes collègues de la MRC, pour avoir une vision plus régionale.
Au niveau du plan d'urbanisme, voilà une excellente nouvelle. Le plan, évidemment, est en marche. On nous a assuré qu'on va pouvoir, à l'automne 2026, adopter enfin un nouveau plan d'urbanisme alors que le précédent remonte à 2007. Et j'ai cru comprendre que c'est une volonté unanime du Conseil. Donc, voilà une bonne nouvelle qui va nous permettre d'avancer dans notre vision d'avenir pour l'aménagement du territoire dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Petit mot également concernant l'Union des municipalités du Québec. Vous savez, le soir même de mon élection, je disais, ben oui, Saint-Jean a déjà un siège au caucus des grandes villes. C'est une excellente nouvelle. Mais j'ai aussi dit au président Guillaume Tremblay, qui est le maire de Mascouche, mon souhait de m'impliquer davantage. Je pense que la ville de Saint-Jean doit davantage s'impliquer et j'ai levé la main pour participer à des comités ou des commissions qui portent sur l'itinérance, le développement économique et la gestion des MRC. Taxe de bienvenue, vous savez, il y a eu un petit article dans le Journal de Montréal à cet effet. C'est un sujet qui a été effleuré durant la campagne électorale. Vous savez que la loi a changé, pourrait permettre certaines modulations de paiement. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit regarder, mais surtout vérifier les impacts financiers. Donc, voilà un des sujets qui sera bien sûr abordé au prochain comité finances en vue du budget 2027. Et puis, dernier mot, Mme Charbonneau y a fait allusion, bon, vous l'avez dit, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a perdu l'une de ses employées qui s'appelait Marie-Josée Delan, qui était un peu qui était l'accueil et le comptoir de bienvenue du service des loisirs, bibliothèque et développement social. C'est une dame qui travaille à la ville depuis près de 20 ans. Vous savez, le service des loisirs, c'est une petite équipe, 25-30 employés. Donc, imaginez un matin que vous arrivez, puis votre collègue de tous les jours qui vous fait un beau sourire n'est plus là. C'est un décès soudain. Je suis allé rencontrer les employés. La direction générale aussi nous a accompagnés. Donc, je l'ai dit aux employés, mais je le dis aussi aux autres employés et aux citoyens qui nous écoutent, parce qu'en même temps, je crois qu'elle était très, très appréciée, même des citoyens eux-mêmes qui allaient à ce comptoir-là. Elle était le visage du service des loisirs, donc c'était une perte extrêmement lourde pour le département en question. Et donc, on réitère à nouveau nos condoléances pour famille, amis, collègues, évidemment, dans le cas de Mme Delan. Bien voilà, c'est ce qui complète cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. tvhr9.com pour revoir cette émission ou toute autre produite par la télévision du Haut-Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.